Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules en rapport avec l'équation de Schrödinger que celui-ci a émis au mois de décembre 1926. Comme vous voyez, j'ai fait un nouveau tableau là, pour donner un peu la description, la façon de procéder qu'on pense, que nous pensons que Schrödinger aurait pu utiliser pour développer sa fonction d'onde. Ça, Schrödinger n'a jamais voulu dire à qui que ce soit comment était-il parvenu à développer sa fonction d'onde en ce qui regarde la mécanique quantique, qui est devenue la mécanique ondulatoire suite à l'équation de Schrödinger. Mais Schrödinger, pour développer son équation, est parti des déductions de l'onde de matière que Louis de Broglie avait émis en 1923, à savoir que la longueur d'onde dans le domaine atomique est égale à la constante de Planck divisée par l'impulsion, le momentum si vous voulez. P est égal à la masse de la particule, l'électron en l'occurrence, multiplié par sa vitesse. Et c'est à partir de ça qu'on croit que le grand Erwin aurait pu concocter son équation, mais on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs façons d'arriver à l'équation d'Erwin-Schrödinger. Les physiciens ont trouvé toutes sortes de façons comment obtenir l'équation de Schrödinger. Et qu'est-ce que, à partir de l'équation de Helmholtz qui est ici, Schrödinger a incorporé dans son équation, là j'avais sauté un petit peu en bas ici, là, va remplacer la fonction lambda qui est ici par la constante h. H bar, ça veut dire qu'elle est égale à h sur 2pi, je l'ai mis à quelque part ici, là. H égale lambda sur P, mais H bar est égal à H sur 2pi pour faire disparaître le 2pi qu'on traîne dans les équations. Là. Quand on voit H bar, on sait que c'est H sur 2pi. Et en 1913, quand Niels Bohr avait émis son modèle de l'atome, il était incapable d'expliquer H sur 2pi. C'est compréhensible parce qu'à ce moment-là, personne ne savait que les particules pouvaient être animées d'une onde. C'est Louis de Broglie qui a fait faire un grand saut à la physique quantique en 1923 avec sa longueur lambda d'onde de matière. Et l'équation de Schrödinger est dérivée à partir du modèle de l'atome de Bohr et de l'onde de matière de Louis de Broglie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé, comme je disais, la valeur de lambda par H sur P. Là, on va faire grâce les équations, là, je les ai mis là. À ce moment-là, si vous voulez approfondir ça plus profondément, vous avez seulement qu'à arrêter mon vidéo et écrire ou regarder comment ça se passe là, pour atteindre cette équation-là en haut, avec l'équation de Schrödinger. Autrement dit, j'ai mis quelques équations là. Vous voyez, si vous mettez le H sur P là, à ce moment-là, le lambda disparaît et le H va demeurer là et vous allez sortir le P. Vu que c'est au carré, il va devenir P2. L'impulsion va devenir au carré de la fonction psi. À ce moment-là, vous voyez le H sur 2pi qui est là. À ce moment-là, si vous mettez 1 sur H bar, le 2pi disparaît et vous allez avoir H bar. Et on sait que le momentum est égal à mv. Si vous le mettez au carré, vous allez avoir m2v2. Et là, il faut que vous jouez un peu avec les équations. Là. Si vous sortez, mettons 2m, une demi mv2, c'est exactement égal à ça. Et ça, on sait que c'est l'énergie cinétique de la particule. L'électron est animé d'une énergie cinétique et d'une énergie potentielle. Et ici, je vous marque une autre fonction. C'est la même chose. Le H bar au carré sur 2m multiplié par le Laplacien de psi plus
l'énergie potentielle de la particule est égale à E psi, l'énergie totale, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de la particule. Et Schrödinger a émis son équation sous cette forme en 1926. Le Laplacien multiplié par psi plus 2m sur h bar. L'énergie totale moins l'énergie potentielle, parce qu'on sait que ce terme-là, c'est l'énergie cinétique de psi est égal à 0. Et ça a été transformé par les physiciens en cours de route. Vous avez l'énergie E psi, qui est l'énergie totale de la particule, est égale à moins h bar au carré sur 2m, la dérivée de psi en fonction de x plus l'énergie potentielle de la fonction psi. Ça vous donne TISE. Ça, c'est l'indépendant. Elle est indépendante du temps, là. C'est le terme anglais, là. Je n'ai pas vu d'autre nulle part, là. Time Independent Schrödinger Equation. Et ici, si vous cette autre formule-là, c'est la fonction dépendante du temps. Mais comme vous voyez, il y a un i, c'est une quantité imaginaire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez solutionner cette équation-là, il faut fatalement que vous connaissiez E psi, parce que imaginaire, c'est un terme qui n'existe pas. De toute façon, cette équation-là, de Erwin-Schrödinger, est applicable à toutes les formes d'ondes de la mécanique quantique, au niveau des particules. Vous pouvez additionner deux ondes, vous allez avoir une nouvelle fonction d'onde, et si vous appliquez ça, vous allez être capable de calculer l'énergie de la nouvelle onde, ou peu importe où la particule va être située sur la sinusoïde ici. Là. Mais là, il y a eu en 1900, dans ces années-là, il y avait une très grande controverse, là, parce que Heisenberg avait parlé que l'électron faisait un saut quantique. Autrement dit, l'électron passe d'une orbite à une autre sans passer entre les deux. C'est pour ça qu'il avait appelé ça un saut quantique. Ça, c'est l'école de Copenhague. Niels Bohr. Ensuite de ça, il y avait Born et Heisenberg. Et quant à l'interprétation de l'équation de Schrödinger, c'est là qu'il y a eu divergence. Et comme on le sait, Einstein, quand il avait vu le saut quantique à la Heisenberg, il avait dit que Heisenberg avait pondu un gros œuf quantique parce que lui, il n'a jamais cru ça. Il n'a jamais cru que l'électron pouvait passer d'une orbite à l'autre. Aujourd'hui, les physiciens ils utilisent l'espace de Hilbert. C'est sûr qu'Hilbert, c'est un très très grand mathématicien allemand, là. C'est un des derniers grands, là. Et l'interprétation de Copenhague, parce que, suivant Heisenberg et Born et ces jeunes-là, il est impossible que l'électron se situe sur la courbe, sur la fonction psi de Schrödinger. Et tout ce qu'on peut déterminer avec l'équation de Schrödinger, c'est l'amplitude de probabilité que vous puissiez trouver la particule à un certain endroit sur la courbe. À un certain endroit quelque part. Ça, c'est ma courbe psi, là, mon onde sinusoïdale. Si vous calculez l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle à ce point-là, à ce moment-là, ça va vous donner la probabilité que la particule peut être autour du noyau. Et cette probabilité est déterminée, c'est Max Born qui a concocté ça, là, la fonction psi de Schrödinger. Si vous prenez psi au carré, ça va vous donner l'amplitude de probabilité que vous avez, autrement dit, la chance de trouver l'électron à cet endroit. Comme vous savez, autour du noyau, l'électron, il gravite, il tourne énormément vite, très, 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 très vite. C'est 1% de la vitesse de la lumière. Imaginez-vous, c'est 3000 km par seconde, ça. Il va vite en... Ça veut dire qu'il se promène un petit peu, là, à l'intérieur, là. Puis ça donne la probabilité. Mais Schrödinger, Albert Einstein et Louis de Broglie disaient que si vous mesurez l'énergie à ce point-là,
c'est là que l'électron est. Et si vous la mesurez ici, l'énergie totale de la particule va déterminer la position de l'électron. Et ça, cette façon de voir de Schrödinger n'a pas prévalu. Suite au rouleau compresseur, je dirais que Niels Bohr, c'est lui qui menait la physique quantique dans les années 20. Là. En 20-30, c'était Niels Bohr, le grand boss. Là. Fait que, il a fait obtenir à Max Born là, le prix Nobel pour avoir déterminé que la fonction de Schrödinger, psi au carré, déterminait la probabilité de trouver la particule à cet endroit-là. Contrairement à Albert Einstein, qui a toujours cru que la particule, ben, qui a toujours, il n'avait pas suivi toute sa vie, là, que la particule ne faisait pas de saut quantique comme Heisenberg le disait. Et même Schrödinger, quand il a émis son équation, il y avait une animosité, là, parce que, apparemment, j'ai lu ça dans un livre, un très beau livre, là en haut, là, mais c'est très très bien fait, c'est romancé. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais le descendre, je vais le montrer, ceux qui veulent se le procurer pour le lire, c'est très très intéressant, là, que Heisenberg, et, avec ses calculs matriciels que personne ne comprenait, Schrödinger, son équation, a pris le dessus. Il y avait une certaine jalousie, apparemment. Fait que toute l'école de Copenhague sont mis contre, disons, la méthode de pensée de Schrödinger, d'Albert Einstein et de Louis de Broglie. Et ça a continué comme ça. Mais ça, c'est pas réglé. C'est pas réglé, cette affaire-là. Là, la physique quantique nous réserve toutes sortes de surprises, là, que là, on n'a pas réussi à déterminer, je dirais, la véracité. Ça, en somme, c'est les deux écoles de pensée qui prévalaient dans les années 20 et 30 au sujet de la physique quantique. Et aujourd'hui, l'équation de Schrödinger va devenir de plus en plus populaire parce que toutes les petites bidules électroniques qu'on possède, fatalement, quand les physiciens ou les ingénieurs physiciens dessinent ces nouveaux petits bidules, fatalement, il faut qu'ils se rivent le nez avec l'équation de Schrödinger parce que c'est la relation de l'énergie entre les particules subatomiques. Et de plus en plus, vous voyez tous les petits bidules, des gadgets électroniques là, qui s'en viennent sur le marché. Là. Si l'équation de Schrödinger n'avait pas existé, probablement qu'on ne serait pas capable d'inventer des choses comme ça, là, parce qu'il faut les calculer. Nous autres, on les prend. Ils sont faits, ça va bien, on trouve ça commode. Mais il y a beaucoup d'efforts et d'énergie à l'intérieur de ça pour dimensionner ces petits bidules pour qu'ils fonctionnent correctement. Parce que les ondes électromagnétiques, c'est au niveau de l'atome. Là, je ne m'étendrai pas plus trop longtemps, là. Et sur ça, je vous dis bonne écoute. Et merci. Et à la prochaine, et j'espère que l'équation de Schrödinger va être mieux comprise avec les petites vidéos que j'ai fait. Et le suivant que je vais faire à propos de l'équation de Schrödinger, je vais essayer de la ramener dans notre monde pour la rendre concrète et voir qu'est-ce qui se passe avec cette forme d'énergie dans notre monde. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.